beaucoup de votre participation à l'atelier de ce soir. Donc, on va pouvoir débuter, hein, comme je disais, ce premier cycle d'atelier du défi énergie. Alors, le planning de la soirée. On va passer globalement environ voilà, 1h30 ensemble. Comment ça va se dérouler? Comme je vous l'ai dit, le but de cet atelier, ça va être quand même d'être un atelier assez interactif, hein. C'est ça qui va surtout être intéressant, de pouvoir échanger entre nous, de se partager nos expériences personnelles, nos conseils, nos astuces, et cetera. Donc ça va être un atelier assez interactif. Vous n'allez pas non plus m'écouter parler, tout seul pendant, 1 heure et demie, je vous rassure, pour ça. On va commencer tout de suite par un petit quiz, tout simplement pour se mettre un peu en jambes, un peu dans l'ambiance, sur, bien entendu les thématiques qui vont nous intéresser, ce soir. Rien de bien méchant, hein, c'est simplement histoire de faire une petite introduction, dynamique et ensuite, bah, on va tout de suite se lancer dans le vif du sujet, hein, notamment avec ce qui nous intéresse, donc à savoir les consommations, d'énergie et d'eau, chez soi, avec un atelier qui va un peu se découper en 2 temps. Un premier temps qui va être centré sur le fait, bah, déjà d'identifier les postes de consommation, où est-ce qu'on consomme, chez soi et ensuite une fois que ça, ce sera un petit peu, fait, bah, l'idée maintenant, c'est qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme trucs et astuces pour derrière, bah, économiser, l'eau et l'énergie. On va aborder un petit peu les 2 thématiques. Ensuite, je ferai une présentation de la mallette Mesure Home. Alors, je ne vais pas m'étaler, dessus, tout de suite. Il y en a certains peut-être qui savent déjà ce que c'est, peut-être même de certains qui l'ont déjà. Donc, je m'étale pas dessus, mais voilà, je le présenterai en fin d'atelier. Puis on pourra terminer par un petit temps de questions et d'échanges, bah, notamment vis-à-vis de peut-être du défi, de déclic, du fonctionnement de la plateforme et cetera. Si vous avez des questions, bah, ce sera le moment d'en parler. Hésitez pas pendant, l'atelier, voilà, on n'est pas très nombreux, on peut, je pense, prendre le temps aussi de poser vos questions un petit peu au fil de l'eau. Vous avez accès à vos micros, donc n'hésitez pas à m'interrompre. Sinon, il y a le chat, vous pouvez envoyer un message directement dans le chat. Voilà, bah, on va commencer, tranquillement. Hop. Donc, comme je vous ai dit, on va démarrer par un petit quiz, pour se mettre en jambes. Donc sous format, qui veut gagner non pas des millions, mais qui veut gagner des watts. Voilà, tout simplement. Ça va être un petit QCM. Ce que je vous propose, c'est que vous puissiez répondre aux questions, tout simplement dans le chat. Vous allez voir, ça va être un petit QCM. À chaque fois, il faut mettre, A, B ou C, hein. Ça va pas être bien compliqué, mais, on va répondre via le chat, si tout le monde a accès, ce sera aussi simple. Si jamais, le chat, c'est pas évident pour vous, mettez le micro, vous pouvez aussi intervenir, à l'oral, il y a aucun souci. Donc, bah, on démarre tout de suite. Alors, de nos jours, et oui, j'ai vu la faute hier et j'ai oublié de la corriger, bien joué. Quelles sont les sources d'énergie les plus utilisées dans le monde? Alors, je vais simplement mettre dans le petit chat un petit libellé, comme ça, moi, je vois les réponses qui arrivent en dessous. Est-ce que c'est A, pétrole, charbon, gaz naturel? Est-ce que c'est réponse B, le gaz, le pétrole, le nucléaire? Est-ce que c'est réponse C, la biomasse, le pétrole et le charbon? Donc aujourd'hui, actuellement, les sources d'énergie à échelle mondiale qui sont les plus utilisées. Est-ce que vous savez la réponse? Donc voilà, vous pouvez mettre dans le chat euh, vos propositions. Donc pour l'instant, on est sur une majorité de A, on n'a que du A pour l'instant. A, partout du A. Je laisse encore quelques petites secondes. Et on va regarder. Donc effectivement, là, tout le monde était globalement d'accord. Le trio, disons gagnant, à échelle mondiale en termes d'énergie, c'est pétrole, charbon et gaz. Les 3 mis ensemble, ça représente, environ 85 de toutes les consommations d'énergie, à échelle mondiale. Souvent, on peut éventuellement, se tromper en mettant la réponse B, gaz, pétrole, nucléaire. En fait, c'est simplement que on est un peu, disons, on se fait un peu avoir par les consommations d'énergie en France qui ne sont pas le reflet de ce qu'est la tendance mondiale, étant donné qu'on a un parc nucléaire assez important. En France, le trio pétrole, charbon, gaz, c'est plutôt autour de 47-48% de toutes nos consommations, ce qui est quand même pas non plus négligeable, mais ça ne reflète pas la tendance mondiale qui, elle, est centrée sur l'utilisation du pétrole, du charbon et du gaz. Voilà donc pour la première question. On enchaîne. Alors, question 2. Là, on va s'intéresser cette fois à de l'eau plutôt. Quelle est la part d'eau douce accessible à l'homme par rapport à toute l'eau présente sur Terre? Donc, je précise vraiment, sur toute l'eau qu'on a sur Terre, c'est quoi finalement la part d'eau douce qui est accessible à l'homme? Est-ce que c'est 5%, 1%, 10%? Et si vous avez besoin de précision, n'hésitez pas à me voilà, interpeller, hein,
directement. Alors je laisse le temps de répondre. En attendant, on accueille des invités. Hop et je fais les autorisations. Alors qu'est-ce qu'on a dans le chat? Donc la question 2, ça varie un petit peu. Il y a du B, il y a du A, il y a du B, il y a du A. On a une petite hésitation entre les 2. Donc globalement, on est sur réponse B, 1 Donc la Terre, on surnomme ça la planète bleue, hein, c'est pas pour rien. C'est 70 de toute la surface de la Terre, c'est de l'eau, effectivement. Mais par contre, la grande majorité, de l'eau, sur Terre, c'est de l'eau salée. À 97 on a de l'eau salée. Les 3 qui nous restent, d'eau douce, du coup, tout n'est pas accessible à l'homme. Il y a une partie qui est piégée notamment dans les glaciers, c'est de l'eau douce, hein, mais qui est piégée à l'état solide dans les glaciers. Ce qui fait qu'au final, il nous reste 1 de toute l'eau sur Terre qui est de l'eau douce accessible à l'homme. Et en plus de ça, il y a le côté inégalement réparti sur Terre, selon les pays, selon le lieu géographique. Donc, ça permet aussi de prendre conscience que l'eau, voilà, c'est l'eau douce surtout, c'est pas une ressource inépuisable et donc à consommer, bien entendu, avec modération. Alors, on continue, question 3. Je vais mettre un petit aussi. Quel est le montant moyen des factures d'énergie, alors incluant logement et transport, payées par un ménage chaque année en France? À votre avis, en moyenne, les factures d'énergie, ça représente réponse A 1990, réponse B 1270 ou réponse C 2690. Donc là, on est sur une moyenne en France, un foyer français. Les factures d'énergie, logement, transport, qu'est-ce que ça peut représenter environ? Vous allez voir petit à petit les questions, on va se recentrer un petit peu, forcément sur la thématique aussi qui va nous intéresser, ce soir. Là, on a plus démarré en parlant d'énergie, à échelle un peu générale. Là, on va commencer à se centrer déjà sur le logement. On a une majorité de C, 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 il y a du A, mais sinon c'est quand même une majorité de C. Alors effectivement, on est sur une réponse C, 2 690 €. Donc voilà, c'est globalement, une plus grande partie va dans le logement, à peu près 60 c'est pour le logement et le reste pour le transport. Mais voilà, c'est quand même des montants, pas négligeables, d'où l'intérêt aussi derrière, réduire ses consommations pour réduire, la facture. Hop, on enchaîne. Alors justement là, on se resserre un petit peu plus, dans le logement cette fois. Quel est le premier poste de consommation dans un logement? Est-ce que c'est l'eau chaude sanitaire, le chauffage ou bien l'électricité spécifique? Alors je précise, l'électricité spécifique, en fait, ça désigne, toute l'électricité qui va être consommée, par, des appareils type, éclairage, multimédia, électroménager. On exclut, en fait, par exemple, si vous avez du chauffage électrique chez vous, ce ne sera pas inclus dans la partie électricité spécifique, ce sera inclus dans la partie chauffage. Et si vous avez un ballon électrique, même chose, ce sera inclus dans l'eau chaude sanitaire et non pas dans la partie électricité spécifique. Voilà, le spécifique, c'est vraiment ce qui désigne tous les appareils qui ne pourraient pas fonctionner, sans électricité. Voilà, les typiquement éclairage, multimédia et électroménager. Donc là, on a une majorité de B, d'ailleurs une totalité de B globalement. C'est assez, intuitif, on comprend assez facilement que le chauffage, c'est ce qui pèse le plus dans la balance, des, consommations, d'énergie. C'est à peu près dans toutes les consommations du logement, si on compare, alors il y a le chauffage, il y a l'eau chaude, il y a l'électricité spécifique et il y a aussi les aspects cuisson qui parfois sont distingués, dans une 4e catégorie. Le chauffage, c'est à peu près 66 des consommations dans un logement. Bien sûr, c'est une moyenne, mais ça donne un ordre de grandeur, sur ce que pèse le chauffage dans la balance, d'un logement. OK, on enchaîne. Ensuite, question 5. Quelle température ambiante est recommandée par l'ADEME pour une chambre, déjà une chambre, et durant la nuit? Alors, est-ce que vous avez une petite idée? Est-ce que c'est réponse A 21 degrés, réponse B 19 degrés, réponse C 17 degrés? Alors, le temps que vous répondiez, j'en profite, on accueille d'autres participants. Hop et hop. Donc là, on a quoi comme réponse? On a du C, du B, du C, du C, du C, du C, beaucoup de C, ouais, beaucoup de C. OK, donc effectivement, 17 degrés, c'est les recommandations pour une chambre durant la nuit. Je m'étale pas trop dessus parce qu'on y reviendra, on discutera un petit peu plus tard de tout ce qui va être, régulation de température dans un logement. Donc voilà, je préfère pas trop m'étaler dessus, pour l'instant. Ensuite, question 6.
Éteindre complètement nos appareils, plutôt que de les laisser en veille, à votre avis, ça peut représenter combien de pourcentage d'économie? Est-ce que ça peut aller jusqu'à 5 10 ou 15 d'économie? Le fait de, finalement, de chasser toutes les veilles d'un logement, voilà, de pas laisser les appareils en veille, mais, de chercher plutôt à les éteindre complètement. Est-ce que vous avez une petite idée? Alors on a du B, on a du A, un peu de B, c'est un peu kiff-kiff entre A et B. Bon, bien entendu, hein, ces chiffres-là, ça reste des moyennes, hein, c'est des chiffres qui sont, fournis par, l'ADEME, mais c'est quand même des bons exemples pour un peu permettre de se rendre compte du potentiel qu'on peut avoir, en chassant notamment l'éveil. Donc globalement, il n'y a pas de C, tout le monde est d'accord là-dessus, A ou B. Donc en l'occurrence, donc c'est jusqu'à 10. Voilà, bien entendu, hein, applicable à chaque, foyer, différemment, mais ça peut, ne pas être négligeable quand même de, mis bout à bout, en fait, c'est surtout ça, parce qu'une veille, on peut se dire souvent que c'est pas grand-chose, mais on accumule beaucoup d'appareils électriques chez soi. Même chose, on y reviendra un petit peu plus tard, mais voilà, ça peut quand même, peser dans la balance. Alors, si on continue, si on revient un petit peu sur l'eau, hop, si on revient sur l'eau, combien d'eau potable consomme chaque Français par jour en moyenne? Est-ce que c'est 148 litres? Est-ce que c'est 102 litres? Est-ce que c'est 196 litres? Est-ce que vous avez une idée en moyenne, les consommations d'eau de chaque Français par jour? Alors là, on a un peu de C, du A, il y a un peu de B, du A, du C, du A, mais un peu de tout. Je crois que le A se détache un peu du lot quand même. Et donc effectivement, réponse A, c'est la moyenne actuelle, 148 litres, par, personne par jour. La grosse majorité, elle est, liée, à tout ce qui va être, hygiène corporelle, hein, donc le sanitaire, la lessive aussi, la vaisselle, ça inclut dans le gros 80 environ, hein, de ces 148 litres. Et après voilà, il reste, d'autres sources de consommation, bah, le fait de boire tout simplement, mais c'est vraiment marginal par rapport à ce que peut représenter, la douche ou, l'évier. Mais voilà, tout ce qui est la cuisine également ou bien, quand on arrose le jardin ou qu'on lave la voiture avec l'eau potable, bah, ça compte aussi là-dedans. Donc 148 litres, ce qui est plutôt beaucoup. Voilà, si on avait un classement par personne, par pays, on est plutôt dans le haut, disons dans le haut du lot. OK. Alors, on enchaîne. On en est à la question 8. Combien de litres d'eau sont consommés lors d'un bain? Alors, on continue sur l'eau. Hop, je vous envoie ça. Est-ce que c'est de 30 à 60 litres, de 90 à 120 litres ou de 150 à 200 litres lors d'un bain? Pour ceux qui nous rejoignent en cours de route, voilà, il y a des petites infos peut-être que vous avez loupées. L'idée, c'est que, le webinaire est actuellement enregistré, donc vous avez quand même accès à vos caméras et microphones. Si vous souhaitez intervenir, bah, n'hésitez pas quand même à poser vos questions et également via, le chat. Donc là, on a du B, du B, du B, on a que du B. Hop. Alors un bain, en moyenne, voilà, ça peut être de 150 à 200 litres, ce qui représente beaucoup. Et comme on l'a vu juste avant, moyenne d'une consommation, en France, c'est 148 litres, par personne par jour. Donc heureusement que tout le monde ne prend pas, un bain, chaque jour. Mais, voilà, le bain vraiment, pas négligeable en termes de consommation d'eau, c'est des litres et des litres qui s'échappent à chaque, passage. Hop, on enchaîne. Alors, on va parler volets maintenant un petit peu et fenêtres. Alors, à votre avis, le fait de fermer les volets la nuit, ça permet une diminution des déperditions de chaleur, bah, justement par la fenêtre, qui peuvent aller jusqu'à combien? 20 40 ou bien 60 des déperditions de la fenêtre qui sont diminuées, grâce, au fait de fermer les volets. Donc bien entendu, il y a plein de types de volets, hein, c'est là, à nouveau, c'est une moyenne, mais on parle plutôt de volets roulants là, mais à votre avis, ça peut représenter combien? Là, une grande majorité de B, un peu de A. Hop.
Alors, en l'occurrence, on va plutôt parler de 60 ce qui est vraiment pas négligeable pour le coup et là, à nouveau, j'insiste, on parle tout dépend bien entendu des volets, hein, de l'état dans lequel ils sont et cetera, mais pour des stores, des volets roulants, ça peut, voilà, ça a vraiment un intérêt, le 60 ça reste une moyenne bien entendu, mais tout ça pour dire que c'est important de penser à fermer les volets, notamment, bah, la nuit, hein, quand de toute manière il y a plus d'éclairage naturel dont on peut, profiter. Ça pour le coup, ça limite vraiment bien les déperditions de chaleur, ça crée vraiment une barrière, au-delà de la fenêtre, donc pensez-y. Mais à nouveau, tout ça, on pourra rééchanger de manière un peu plus approfondie là-dessus, tout à l'heure. Alors, les volets en bois, sont plus isolants, disons pas forcément parce que les volets en bois, peut y avoir aussi beaucoup d'ouvertures finalement, de petites ouvertures sur les côtés, donc ce qui fait qu'il y a beaucoup d'air qui peut, passer et le mouvement d'air, ça peut générer, beaucoup de déperditions. Parfois, il y a des volets roulants. Alors non seulement il y a des volets roulants qui peuvent posséder déjà, dans les lames un petit matériau, isolant, mais en plus, il recouvre, de manière beaucoup plus complète, sans laisser passer, d'air. Alors c'est pas évident de répondre, mais globalement, des volets battants, en bois, ça veut pas dire que c'est, mauvais, hein. C'est quand même très intéressant de les fermer bien entendu, mais c'est pas forcément plus efficace qu'un volet en alu ou en PVC par exemple. Alors si on continue, je crois que c'est notre dernière question de ce petit quiz. Voilà, question numéro 10. Hop. Alors, la consommation annuelle en électricité d'une box internet. Est-ce qu'on est plutôt entre 10 et 80 kWh? Est-ce qu'on est entre 150 et 300 kWh? Ou 90 à 120 kWh par an pour une box internet? Est-ce que vous avez une petite idée de ce que ça peut représenter? Alors là, on a un peu de A, du B, C, B, majorité de B pour l'instant. Je laisse encore quelques instants. Ouais, le B prend le dessus. OK. Donc effectivement, ce sera la réponse B, de 150 à 300 kWh, une box internet, chaque année. Donc c'est voilà, c'est pas non plus, négligeable, c'est pas anodin et pour le coup, une box internet, c'est pas un appareil qui est en veille, hein. Généralement, il est branché 24 heures sur 24 et 365 jours par an. Donc c'est même pas il est en veille, c'est il continue de fonctionner, tout simplement. Donc il y a une vraie réflexion aussi à avoir sur, la box internet. Même chose, j'en dis pas plus pour l'instant, on y reviendra de toute manière, tout à l'heure. Donc voilà, là, ça permet de clore un petit peu ce petit quiz tout simplement, ce qui permet de, voilà, de se mettre en jambe un peu sur la thématique de la soirée. Voilà, on va tout de suite basculer sur, la deuxième partie, qui, comme je vous l'ai dit, ça va être un petit atelier centré, sur, bah, les consommations d'énergie et d'eau au domicile. Alors vous allez voir, ça va être un atelier où on va fonctionner sous forme d'images, interactives. L'idée, c'est qu'on va fonctionner pièce par pièce. Donc on va commencer dans le salon, puis la chambre, ensuite la cuisine, salle de bain et on terminera par plus tout ce qui est sous-sol et remise. Et en fait, pour chaque pièce, on va, dans un premier temps, chercher à identifier les postes de consommation dans cette pièce-là. Voilà, qu'est-ce qui peut consommer d'énergie, heu, de l'eau et ensuite, une fois qu'on a terminé cette première partie, on va, plutôt chercher à échanger ensemble des trucs et astuces pour, chercher à économiser l'eau et l'énergie au maximum. Donc là, je vous invite vraiment, si vous avez la possibilité, à activer vos micros, ce sera assez intéressant, pour pouvoir échanger de vive voix directement, ce sera bien plus interactif. Il y a quand même le chat qui est disponible, hein. Moi, je jette un coup d'œil pour voir les messages qui défilent. Mais pour vous montrer, donc ça va fonctionner sous forme d'image interactive. Hop. Alors, est-ce que vous voyez bien? Là, on a le salon. Ça débute avec le salon. Est-ce que vous voyez bien? Oui, OK, impeccable, merci. Donc, on démarre avec le salon. Comme je vous ai dit, là, l'idée, dans un premier temps, trouver, identifier les postes de consommation dans un salon. Alors, l'image, elle est là pour vous aussi inspirer, mais disons qu'elle peut être un peu simplifiée. N'hésitez pas à relater ça avec vos propres, logements. Voilà, si vous avez des exemples qu'on n'aborde pas forcément et que ça peut être très intéressant de les partager, au contraire, hein, l'idée, c'est justement ça, pouvoir partager nos expériences, mais l'image, elle est aussi là pour, déjà donner quelques inspirations. Donc allez-y, bah, là, l'idée, c'est qu'on puisse interagir. Donc, est-ce que vous avez des idées? Est-ce que ça d'identifier déjà des postes de consommation dans ce salon? Qu'est-ce qu'on peut avoir?
Tu veux dire des postes de surconsommation ou de consommation tout court? Non, de consommation tout court pour l'instant, simplement en fait, l'idée, c'est que pour pouvoir déjà, prendre des mesures ou pour diminuer ces consommations, bah, dans un premier temps, il faut déjà bien identifier, où se situent ces consommations-là. Donc déjà, discuter tranquillement de où est-ce qu'on consomme dans cette pièce. L'ordinateur, par exemple, la télé? Ouais. Ouais. Ouais, effectivement, ordinateur, télé, ça consomme. Donc voilà, alimenter des appareils électriques, effectivement, ça représente des consommations, d'énergie. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Alors, je vois en commentaire, fermer le rideau. Alors rideau fenêtre ou rideau, Je escalier? pense que les deux, mais rideau, la cage d'escalier. Ouais, tout à fait. Donc si on parle un petit peu là du rideau de cage d'escalier, effectivement, en fait, le fait d'isoler sa pièce, d'un espace qui n'est peut-être pas chauffé ou moins chauffé tout du moins, tout à fait. Ça en fait le fait de laisser ouvert, c'est pas une consommation directe, c'est une consommation disons indirecte parce que c'est les répercussions, elles auront lieu sur le chauffage derrière. Mais, tout à fait, le fait de bien s'isoler, ça joue aussi pour, la consommation dans le logement. Donc c'est bien de fermer la porte, par exemple, d'un endroit où tu chauffes pas, particulièrement? Ouais, on va y venir juste Ah. après, mais l'idée, c'est que dès qu'il y a un écart de température d'une pièce à une autre, bah, le fait de fermer, d'isoler la pièce, en fait, bah, ça permet d'éviter les transferts de chaleur. Donc, c'est valable, en fait, depuis l'intérieur du logement vers l'extérieur, mais en fait, à l'intérieur même d'un logement, on a plusieurs pièces qui sont pas chauffées de la même manière. Il y a peut-être des pièces qui sont même pas du tout chauffées. Donc, le fait d'isoler les pièces les unes des autres, ça joue aussi, hein, sur les transferts de chaleur. Oui. Alors ensuite dans les commentaires, je voyais donc il y avait le rideau effectivement, la télé, le PC, tout à fait, le chauffage et le luminaire. Donc effectivement, bah, tout bêtement, le fait de se chauffer, c'est un poste de consommation, hein, c'est anodin comme je l'ai dit, mais on le prend quand même, donc le chauffage et tout à fait les luminaires, hein, le fait de s'éclairer, ça aussi, ça représente une source de consommation d'énergie dans le logement. Tout à fait. Hem, OK, je crois que là, on a fait un bon petit tour. C'est une image simplifiée, bien entendu. Les appareils électriques, on peut en avoir beaucoup. On va pas tout citer, ce serait pas la peine. L'idée, c'est que d'alimenter des appareils électriques, voilà, ça consomme. Le chauffage, la lumière et le fait de bien fermer les portes. Ce qu'on peut également avoir, qui n'a peut-être pas été évoqué là, c'est aussi, tout ce qui est système de ventilation. Voilà, on peut avoir des ventilations qui tournent aussi dans les pièces. Bah, ça alors si on a une VMC avec un moteur, bah, c'est une source de consommation électrique et puis finalement, même si on n'a pas de VMC, mais qu'on a des grilles de ventilation naturelle, bah, c'est une source de déperdition et un peu comme le fait de fermer les portes, bah, ça représente une consommation, indirecte derrière. C'est le chauffage qui va devoir, disons, remettre la balance pour, un petit peu rétablir, l'équilibre. Donc OK, là on a, déjà évoqué voilà, une petite liste de postes de consommation dans le logement. Maintenant, est-ce que, vous avez des idées, des astuces, de choses qu'on peut mettre en place, pour, limiter ces consommations-là, au maximum? Donc si je prends un exemple, là on a parlé du fait de s'éclairer par exemple, c'est une source de consommation d'énergie. Est-ce que vous avez des astuces? Est-ce que vous avez mis en place déjà peut-être des choses chez vous, pour limiter les consommations? Est-ce que vous avez des petits exemples à nous partager? Alors, dans le chat, je vois effectivement des ampoules, LED. Hop. Ampoules LED. Donc effectivement, le choix de l'ampoule, ne sera pas, anodin et donc aujourd'hui, oui, les recommandations vont vers les LED qui sont des ampoules, qui permettent d'avoir une puissance beaucoup moins importante par rapport, à voilà, des vieilles ampoules à incandescence et cetera. Donc le choix de l'ampoule, tout à fait, il va avoir des répercussions. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Disposition du mobilier. Alors, c'est-à-dire vis-à-vis de l'éclairage, c'est ça? Pour, un petit peu optimiser l'apport de l'éclairage, naturel? Hop, Pardon, oui, c'était par rapport, enfin c'est une idée, hein, mais effectivement de se mettre plutôt près d'une source lumineuse, si on veut lire, tout comme l'ordinateur, de se mettre en fonction avec l'éclairage. mmh
En fait, tout à fait, ça rejoint l'idée du fait de profiter de l'éclairage naturel et donc de penser à l'aménagement de la pièce selon ça, parce que déjà, oui, s'il fait jour dehors et que ça permet d'éclairer la pièce, on ouvre les rideaux, on profite de cet éclairage naturel, on éteint les lumières et on va chercher effectivement à optimiser un petit peu le placement du meuble, enfin, du mobilier, c'est tout à fait pertinent. Ensuite, alors quelque chose qui peut paraître anodin, mais voilà, on évoque tout ce soir. L'idée, donc éteindre les lumières en quittant une pièce, hein, ça peut sembler très anodin dit comme ça. Peut-être que parmi vous, voilà, il y a des foyers où au contraire, c'est pas forcément évident pour tout le monde. N'hésitez pas à nous faire part un peu de vos expériences personnelles, hein. Ça peut sembler très anodin pour certains, mais pas forcément pour d'autres. Le fait de tout simplement couper l'éclairage quand on quitte une pièce. Et sinon, pour continuer un petit peu aussi sur l'éclairage, le fait d'adapter l'intensité lumineuse en fait en fonction des besoins. C'est-à-dire, voilà, si on est simplement en train de lire sur le canapé, on n'a peut-être pas forcément besoin d'allumer l'intégralité de la pièce. On peut avoir peut-être un éclairage de proximité qui sera aussi moins gourmand en énergie. Donc vraiment adapter l'intensité lumineuse selon les besoins, ça va jouer aussi. Et le fait d'entretenir, de dépoussiérer notamment les ampoules, hein, petit à petit, la poussière s'accumule dessus, donc l'intensité lumineuse va baisser. Donc le fait de dépoussiérer pardon, les ampoules, ça peut jouer aussi. Ensuite, alors, je vous propose qu'on se garde peut-être tout ce qui va être appareil électrique. À la limite, on en parlera un petit peu plus dans la pièce d'après, pour la chambre. Par contre, tout ce qui va être chauffage, on peut déjà commencer un petit peu à en évoquer. Est-ce que vous avez des pistes, voilà, est-ce que vous mettez en place des choses chez vous, pour limiter au maximum ces consommations-là? Alors, je vois un 19 degrés. Donc 19 degrés partout? C'est dans toute la maison? Est-ce qu'il y a un thermostat quelque part? Est-ce qu'il y a comment Oui, vous j'ai gérez un un petit peu? thermostat centralisé sur la chaudière, donc je mets Ouais, 19 dans le salon, voilà, quand on y est. Et puis la nuit, je baisse à 17. OK. Très bien, donc le thermostat, un outil très pratique. Et là, je vois effectivement robinet thermostatique, tout à fait, parce que les deux peuvent se combiner, un thermostat, disons, central qui contrôle la mise en route de la chaudière, et puis combiné à ça, des robinets thermostatiques sur les radiateurs qui permettent d'avoir le contrôle pièce par pièce sur la température finalement, parce qu'on ne chauffe pas toutes les pièces de la même manière. Un salon qui est plutôt une pièce de vie qu'on occupe assez souvent, disons que c'est plus autour de 19 degrés, mais comme on l'a vu tout à l'heure, la chambre, par exemple, ça peut être plus bas. On a parlé de 17 degrés, mais ça peut même être encore moins, hein. Mais du coup, c'est important de se dire que voilà, on ne chauffe pas toutes les pièces de la même manière. Et si 19 degrés, ce qui est plutôt bien, mais avoir 19 degrés partout, disons qu'il y a peut-être moyen d'optimiser ça aussi. D'autres idées sur le chauffage? Alors, on va voir un petit peu. Juste après, là, on a quelques sources d'inspiration aussi. Et puis le chauffage, voilà, on continuera de toute manière à en parler parce que ça concerne un petit peu toutes les pièces du logement finalement. Donc, on continuera un peu d'en parler. Voilà, donc là, voilà, ce qu'on disait, c'est l'idée, c'est d'optimiser l'éclairage et le fait d'aérer les pièces. Alors ça, pareil, même chose, on en reparlera un petit peu, mais c'est très important de penser à bien aérer les pièces. Pas trop longtemps non plus pour pas refroidir les murs parce que derrière forcément c'est le chauffage qui va être impacté. Mais bien renouveler l'air, c'est très important pour chasser l'air pollué du logement, à la fois pour notre propre santé, hein, en termes de respiration, mais aussi pour la santé du logement. Éviter notamment tout ce qui peut être problème d'humidité dans le logement. Donc l'aération, un point vraiment primordial. Alors ici, vu qu'on a l'exemple, on va en parler quand même maintenant, mais tout ce qui va être appareil électrique, on évoquait tout à l'heure, hein, les veilles, la chasse aux veilles, un petit peu l'intérêt que ça a de chercher à les couper complètement. Aujourd'hui, en fait, on accumule de plus en plus d'appareils électriques chez soi. Rappelez-vous, tout à l'heure, je vous évoquais la partie de consommation, chauffage, eau chaude sanitaire, électricité spécifique. Donc on disait que le chauffage était le premier poste de consommation, effectivement, mais la part d'électricité spécifique, elle a tendance à gagner du terrain parce qu'on accumule de plus en plus d'appareils électriques chez soi, électroménagers, multimédia, etc. On a de plus en plus d'appareils connectés et on ne se rend pas forcément compte, mais il y a des appareils en veille qui continuent de consommer de l'énergie.
Aujourd'hui, la moyenne, c'est 99 équipements électriques par foyer. Donc, c'est pas négligeable pour le coup. On a tendance à penser que c'est moins, mais en fait, vraiment, on les accumule. Donc, pour le coup, c'est pas négligeable. Et il y a des appareils, aujourd'hui, on ne peut même plus les éteindre complètement sans avoir à les débrancher. Donc, pour le coup, multiprise coupe-veille, ça a vraiment cet intérêt-là. On peut relier plusieurs équipements dessus et d'un bouton, on éteint complètement les appareils qui sont reliés à ça. Voilà. Je ne sais pas si c'est des choses aussi que vous avez petit à petit mis en place chez vous. Ça se répand quand même assez souvent, les multiprises coupe-veille. Voilà, donc ça a quand même un grand intérêt par rapport à ça. Des remarques peut-être là sur le salon avant qu'on passe à la chambre? Tout va bien, tout est clair? Alors, on enchaîne. On passe à la chambre cette fois. Donc là, même chose, l'idée c'est dans un premier temps, déjà essayer de revoir, même chose, tous les postes de consommation que l'on peut retrouver dans une chambre. Alors, il y a des choses qui peuvent se répéter par rapport à la pièce d'avant, bien entendu, mais même chose, l'idée, voilà, dites-moi un petit peu si vous repérez des postes de consommation dans cette chambre. Qu'est-ce qui peut consommer de l'énergie? Et à nouveau, n'hésitez pas à vous aussi réfléchir à vos propres logements. Si vous avez des choses à partager, n'hésitez surtout pas. Ordinateur et puis les lampes. Il y a 2 lampes. Ouais. Ouais, tout à Par fait. contre, on ne voit pas du tout le chauffage. Je sais pas où il est. Mais... Ouais, là on le voit pas le chauffage. Et effectivement, je l'ai quand même moi signalé. Je l'ai mis sur ce petit cheval à bascule. J'ai mis l'option chauffage parce que quand même les chambres on les chauffe. Alors, la plupart du temps, peut-être tout le monde ne chauffe pas forcément les chambres, mais on retrouve souvent quand même les radiateurs dans les chambres. Et effectivement, l'éclairage, ça concerne toujours les chambres. Donc ça, même chose, on le retrouve également. D'autres idées? Après, la chambre, en termes de consommation, c'est un peu similaire au salon finalement. On va retrouver également le fait de bien fermer les portes parce que, comme on l'a dit, les chambres, on ne chauffe pas à la même température. En général, c'est moins chauffé que le reste du logement. Donc, on ferme bien les portes pour éviter les transferts de chaleur. Et à nouveau, voilà, tout ce qui va être ventilation également, on retrouve ça habituellement aussi au niveau des fenêtres dans les chambres. Donc ça, indirectement, ça peut représenter aussi des consommations d'énergie. Du coup, est-ce que vous avez d'autres idées de petites astuces à mettre en place dans les chambres pour limiter au maximum les consommations? Déjà, est-ce que vous pouvez nous partager, vous, dans vos logements, est-ce que vous chauffez les chambres à combien? Est-ce que vous avez des solutions pour éviter d'avoir froid? Peut-être une bonne couette, un bon plaid ou ce genre de choses? Moi, je la chauffe pas cet hiver. Ok. Et ça se passe bien? On a une super couette. Et Génial. une super couverture en laine de mouton. Ça, donc, ça vous réveille pas la nuit, le froid vous réveille pas la nuit. Non, non, Parfait. non. À partir du moment où tu es couvert, moi j'adore. Impeccable. Et est-ce qu'il y a un thermomètre dans la chambre pour savoir la température qu'il fait? Non. En tout cas, ce serait intéressant de voir. Ça se trouve, la température, elle est quand même vraiment pas haute. Et pour le coup, voilà, quand on est sous une très bonne couette, pour le coup, l'idée, c'est en fait, nous, en soi, on cherche pas à chauffer l'intégralité de la chambre. Ce qu'on cherche à chauffer, en soi, c'est plutôt nous, avoir une température de confort. Donc, le fait d'être bien emmitouflé sous des couettes, des plaids et même des vêtements chauds quand on marche dans les pièces, ça joue énormément, c'est sûr. Et donc, pareil pour Isabelle, 16 degrés et on ne chauffe pas la chambre, on préfère une bonne couette. Ouais, tout à fait, ça, c'est vraiment des bons systèmes. Et vraiment, pour le coup, il y a pas grand intérêt à chauffer beaucoup les chambres. Au contraire, c'est vraiment, voilà, effectivement, on n'a pas besoin d'avoir des températures importantes dans ce type de pièce-là. Alors, hier, on avait quand même le cas où, par exemple, il y avait une personne qui télétravaillait dans la chambre. Donc, c'était à la fois une chambre, un bureau. Donc, effectivement, là, il y avait un besoin aussi d'avoir une température un petit peu plus importante. L'idée,
l'idée, c'est que tout ce qu'on évoque ensemble ce soir, il faut bien se rappeler que comment est-ce qu'on peut l'appliquer chacun chez soi? Est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est pas faisable? L'idée, c'est pas non plus de se faire violence, hein. L'idée, c'est plutôt de voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place, commencer par le plus facile et puis petit à petit, voilà, essayer un petit peu de se challenger, mais pourquoi pas tester au niveau de la chambre un petit peu le fait de beaucoup moins la chauffer que le reste du logement. Et pour ça, les robinets thermostatiques, si vous êtes sur des chauffages hydrauliques, bah, c'est plutôt intéressant pour le coup. Si vous êtes sur des chauffages plutôt électriques, ça marche aussi, hein. C'est des radiateurs en général indépendants les uns des autres, donc ça peut vous permettre de faire des tests. Est-ce que vous avez des remarques? Oui? Non, c'est bon? Ok. Alors, on passe... alors, avant qu'on passe aux pièces suivantes, on va quand même évoquer, parce que c'était plutôt dans le salon que ça concernait, et je voulais quand même l'évoquer avec vous, c'est ce qui va concerner plutôt la box Internet. On en parlait tout à l'heure du fait que la box Internet, c'est un appareil qui n'est pas en veille, mais qui fonctionne 24 heures sur 24 et qui peut avoir une consommation pas négligeable, hein, finalement, sur l'année. Donc, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont trouvé des solutions vis-à-vis de ça? Est-ce qu'il y en a qui mettent en place des choses? Bah, nous, on l'éteint. Mhm. On la débranche, enfin, on l'éteint, ouais, on éteint l'interrupteur. Ouais, tous les soirs Bah, oui, la manuellement, box disons. Internet, je trouve ça dingue de la laisser allumer, quoi. Mhm. Ok, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui mettent en place des choses? Alors, je vois que quelqu'un écrit dans le chat. Programmer de l'éteindre, tout à fait, oui. Hier, on l'évoquait aussi, il y a des box internet qui peuvent se programmer pour s'éteindre sur une certaine plage horaire. Donc ça, c'est une faisabilité, tout à fait. Et sinon, alors on peut le faire manuellement, hein, de débrancher, rebrancher la box. On peut la relier à une box internet. Sinon, il y a également la possibilité de relier votre box internet à un petit équipement comme ceci, par exemple un minuteur. Donc un minuteur, globalement, vous le branchez au mur et vous branchez ensuite la box Internet dessus. Et l'idée, c'est que le minuteur, on peut lui indiquer sur une telle plage horaire, lui dire, je veux qu'il y ait du courant qui passe ou alors je veux qu'il n'y en ait pas. Et ça permet vraiment, pour le coup, de couper la box et on n'a plus rien à toucher. Globalement, si on lui dit, bah voilà, de 22h à, je sais pas moi, 6h du matin, j'ai pas besoin d'avoir Internet, ok, dites-le au minuteur et c'est mécanique, hein, c'est tout bête, mais il va permettre de couper le courant complètement et donc d'éteindre la box Internet. Et effectivement, la box, posez-vous la question, est-ce que j'en ai besoin la nuit? Si oui, dans ce cas, laissez-la allumer. À nouveau, si on applique à ces contraintes, il y a par exemple parfois des contraintes que l'alarme est reliée à la box Internet, donc on a besoin de la laisser tourner. Ok, à nouveau, chacun doit se poser quand même la question de se dire, est-ce que j'ai besoin de la box Internet pendant cette période? Donc le minuteur, ouais, tout à fait. Petit appareil, alors attendez. Donc au-dessus, en fait, on va pouvoir programmer avec des encoches à activer sur une plage horaire. Et puis derrière, c'est tout simplement une prise, hein, qu'on relie au mur. Et puis ici, pareil, la possibilité de relier la box dessus. C'est un petit appareil, mais pour le coup, c'est assez utile pour justement plus avoir à le faire manuellement chaque jour. Mais à nouveau, hein, une multiprise coupe-veille, on actionne le soir, on remet par exemple le matin, ça marche aussi. Alors maintenant, je vous propose... Alors, on va regarder déjà s'il y avait quelques éléments qu'on n'a pas évoqués ici. Ah oui, alors on n'a pas... C'est vrai que la chambre, on va aussi parler des volets. On l'a un peu évoqué tout à l'heure, le fait de fermer les volets, hein, quand on a des... quand on en a, sur une fenêtre pour limiter les déperditions de chaleur. Alors, principalement la nuit, pour limiter en fait les déperditions vers l'extérieur. La journée, pourquoi pas aussi finalement, si vous n'occupez pas la pièce, dites-vous que en fait la chaleur, elle s'échappe pas seulement la nuit, hein, elle s'échappe dès qu'il y a un écart de température entre intérieur et extérieur. Alors, merci pour le partage, la petite photo. Effectivement, on en a un format différent, mais ça marche aussi. Donc super de voir que c'est répandu. Donc l'idée, c'est que les volets, on les ferme, ça peut être la journée, hein, comme je l'ai dit. Si vous n'occupez pas la pièce et que globalement, si c'est une fenêtre qui est au nord, qui reçoit peu de rayonnement solaire, ça vaut le coup aussi, hein, de les fermer pour limiter les transferts de chaleur. Par contre, si vous occupez la pièce, l'idée, c'est plutôt d'ouvrir les volets pour profiter notamment de l'éclairage naturel. Et en fait, quand il y a le soleil aussi qui tape sur la fenêtre, finalement, ça contribue aussi, hein, à réchauffer la pièce. Donc, faut pas non plus se calfeutrer.
La nuit, par contre, c'est sûr, il n'y a plus de soleil, donc là, c'est vraiment important de fermer les volets pour limiter toutes les déperditions. Et donc, les rideaux épais, hein, ça joue aussi, hein, des doubles rideaux qui seraient devant, on les ferme et on évite de les suspendre devant les radiateurs parce que ça au contraire, ça empêche la bonne diffusion de chaleur dans la pièce. Bah, tiens, purger les radiateurs, c'est vrai, on en a parlé hier aussi. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui le font? Est-ce que vous y pensez? Est-ce que si vous avez du chauffage hydraulique chez vous, est-ce que c'est quelque chose où ça vous arrive de le faire? Le fait de purger ces radiateurs, c'est-à-dire donc de chasser l'air qui peut être contenu dans le réseau hydraulique. Oui. En général, c'est recommandé de le faire 1 fois par an. Donc ouais, je vois des oui là dans le chat, très bien. Est-ce que vous avez des difficultés particulières ou des anecdotes à partager par rapport à ça, ou globalement ça se passe bien? Est-ce que vous le faites vous-même? Est-ce que vous faites venir quelqu'un pour le faire? Ouais, pas de problème, effectivement. Mais c'est important d'y penser. Voilà, l'entretien, souvent, on peut un petit peu mettre de côté l'entretien des équipements. On va beaucoup en parler, mais c'est vraiment important pour le coup, pour avoir un bon fonctionnement optimal du système de chauffage. Bah, ça joue aussi derrière sur les consommations. Voilà, un radiateur qui est bien entretenu, bah, diffusera mieux la chaleur et donc bah, la chaudière n'aura pas à surfonctionner pour pouvoir maintenir une bonne température. Parce que voilà, 19 degrés, c'est une chose, hein, mais avec un bon système de radiateur bien entretenu, bah, ça consommera moins d'énergie que des radiateurs qui ne sont jamais entretenus. Donc merci pour les partages d'expérience. OK, alors on va passer à la suite, une pièce où on va peut-être passer aussi un petit peu de temps dessus, la cuisine. Voilà, il y a beaucoup d'appareils qui consomment. Là, on va essayer de s'intéresser un petit peu à ces différents équipements. Déjà, voilà, qu'est-ce qui consomme globalement de l'énergie dans une cuisine? De l'énergie ou de l'eau d'ailleurs, hein, parce que là, on a une pièce aussi où on a des consommations d'eau. Est-ce que vous avez, voilà, est-ce que ça vous évoque des choses comme poste de consommation? Frigidaire et congélateur, c'est le premier, je crois. Frigidaire, congélateur, OK, tout à fait. Je vois en commentaire le four, tout à Ouais, fait. plaque d'induction ou plaque halogène, je sais pas trop là. Ouais. Ouais, donc le frigo effectivement, le congélateur, on l'a évoqué. On a évoqué le four, tout à fait, le fait de cuisiner, donc ce qui est valable aussi, hein, pour les plaques. D'ailleurs, Ouais. on va évoquer un peu les plaques, mais plaques, à induction, plaques à Halogène. gaz, plaques, vitrocéramiques, bon, ça reste une consommation, hein, peu importe le système, mais effectivement. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vois, donc four, console électrique du four, bataille vaisselle à la main et lave-vaisselle. Oui, alors effectivement, et la hotte. Donc la hotte, effectivement, qui consomme. Donc le lave-vaisselle, oui, par rapport à une vaisselle à la main. Alors disons que de manière générale, un lave-vaisselle qui est rempli de manière optimale, le fait de laver la même quantité de vaisselle à la main, c'est quand même indiquer qu'on consomme plus d'eau à le faire à la main. Mais j'ai envie de dire, tout dépend aussi de vos habitudes sur la manière de faire la vaisselle à la main. Autant le lave-vaisselle, vous n'avez pas trop le contrôle, c'est lui qui a son fonctionnement. Mais par contre, la vaisselle à la main, bon, on le fait pas tous de la même manière. Est-ce qu'on laisse le robinet allumé en permanence? Est-ce qu'on est vraiment très méticuleux avec un bac et vraiment laissant couler un filet d'eau? Ça peut rivaliser, mais de manière générale, quand même, le lave-vaisselle a tendance à l'emporter, sauf si on est vraiment un vrai pro de la vaisselle à la main avec très très peu d'eau. Mais ça peut être intéressant, pourquoi pas, un jour de faire une mesure, hein. Simplement une vaisselle main, voilà, faites le test de mesurer le volume d'eau qui sort. Ça nécessite une petite gestion, mais après, vous pouvez voir sur votre lave-vaisselle, si vous avez la fiche technique, vous pouvez voir le litrage d'eau qui est utilisé Bien. à chaque passage. Je vois donc les plaques à induction et le four micro-ondes, effectivement. Donc le micro-ondes, même chose, un appareil qui consomme. Et donc les plaques, tout à fait, les plaques, c'est aussi une source de consommation. Donc on va évoquer, effectivement, si on passe maintenant à plus l'aspect un petit peu astuce à mettre en place. Alors, on n'a qu'à commencer justement par les plaques, là, comme on vient d'avoir une question là-dessus. Vis-à-vis des plaques de cuisson, est-ce que vous avez des petites astuces de choses que vous mettez en place pour optimiser les consommations d'énergie au niveau des plaques de cuisson, là, pour le moment? Alors,
couvercle sur les casseroles, effectivement. Donc déjà, ça c'est un réflexe à prendre, mais on met un couvercle sur les casseroles aussi bien pendant que l'eau bout, mais aussi bien pendant la cuisson. Moi, c'est quelque chose que j'ai pu expérimenter vraiment régulièrement. Vraiment, le feu, on le met quasiment au plus bas, mais avec le couvercle, bah, finalement, l'eau reste chaude et la cuisson continue. Et oui, je vois un commentaire d'éteindre un peu avant la fin. Même chose, hein, on éteint avant la fin de la cuisson. L'eau, elle refroidit pas instantanément. Alors la plaque, oui, elle peut refroidir instantanément selon la technologie, mais par contre, l'eau, elle reste bien chaude et donc la cuisson se poursuit. Faites des petits tests, voilà, vous serez peut-être surpris de voir que la cuisson, finalement, c'est la même, mais simplement, bah, la consommation d'énergie, elle, n'aura pas été la même. Eau chauffée à la bouilloire avant de démarrer la plaque. Ça vaudrait le coup de voir, mais là, c'est là où c'est pas évident. Il n'y a pas une réponse, je dirais, unique à ça, malheureusement, parce que tout dépend de la bouilloire et tout dépend des plaques. Voilà, il faudrait, ça nécessiterait un petit calcul de se dire, bah, voilà, je branche ma bouilloire, combien de temps il me faut pour faire bouillir l'eau et quelle est la puissance de ma bouilloire pour voir l'énergie du coup consommée pendant ce laps de temps-là, et puis comparer ça finalement au fait de la faire bouillir sur une plaque. Quelle est la puissance de la plaque et combien de temps ça a pris? Il faudrait comparer les deux. Donc, il n'y a pas forcément une réponse unique à ça. Est-ce que oui, la bouilloire, ce sera forcément mieux? J'ai envie de dire, ça dépend. C'est là où c'est malheureusement pas évident de savoir, mais ça peut nécessiter une petite enquête aussi là-dessus. Donc les plaques, voilà, on a fait un petit tour assez complet. Alors j'ai eu le temps de voir tout à l'heure sur le lave-vaisselle, on va évoquer ça, le temps court ou le temps long pour le lave-vaisselle. Alors effectivement, il faut faire vraiment attention aux programmes courts. On peut se dire que les programmes courts, c'est des programmes qui consomment moins d'énergie. Mais en fait, un programme court, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on demande à l'appareil de faire la même chose, mais de le faire plus rapidement. Donc oui, ça prendra moins de temps, mais par contre, en termes d'énergie, c'est très largement plus consommateur d'énergie, un programme court. En fait, je vous invite quand même à vérifier sur la fiche technique parce que normalement, chaque programme détaille son niveau de consommation si vous retrouvez la fiche technique, mais vraiment de manière générale, les programmes courts, il faut faire attention parce que court, on peut se dire que c'est plus économique, mais en l'occurrence, non. C'est simplement plus rapide, mais plus gourmand en énergie. Alors que par contre, il y a des programmes éco où là, c'est différent. Programme court, ça ne veut pas dire programme éco, mais les programmes éco, eux, par contre, sont vraiment designés pour moins consommer d'énergie lors de l'usage de l'appareil. Ensuite, si on évoque le frigo, appareil, frigo congèle, appareil très consommateur. Alors effectivement, c'est vrai que c'est pas le plus puissant, disons, en termes de puissance. En général, c'est plutôt le four qui va être un appareil très puissant, mais le frigo est plus consommateur d'énergie. Pourquoi? Parce qu'il fonctionne en permanence. Il fonctionne 24 heures sur 24, alors que le four, on l'utilise ponctuellement. Du coup, bah, le frigo, ça fait que c'est quand même un équipement vraiment intéressant à se pencher dessus. Est-ce que vous, même chose, vous avez des astuces là vis-à-vis du frigo congélateur? Est-ce que vous faites des choses pour éviter de surconsommer? Alors, de l'entretien, ouais, tout à fait. Donc les grilles arrière, le dégivrage. Ah là, je vois quelque chose de très intéressant, la décongélation dans le frigo. Tout à fait. Alors, avant de parler de ça, déjà, on va parler de température. Est-ce que vous savez les températures de vos appareils, frigo et congélateur? Est-ce que vous avez le contrôle? Est-ce que vous savez quelle température vous mettez sur vos équipements? 5 degrés frigo, OK. -18 congèle, 5 et -17. OK. Donc effectivement, les recommandations, c'est 5 degrés pour le frigo et -18 degrés pour le congélateur. Le congélateur, souvent, on n'a peut-être pas forcément le contrôle. Le frigo, en général, on peut avoir le contrôle dessus, ça vaut le coup de se pencher. 5 degrés, c'est les recommandations, mais plus on est proche de 0,1 degré et plus le frigo, il va consommer. Donc là où je voulais en venir par rapport à la décongélation, c'est que le frigo, c'est tout bête, hein, mais on lui donne une consigne de température. Quand il est au-dessus, eh ben, le frigo va se mettre en route pour repasser en dessous finalement. Donc voilà, c'est simplement, il obéit, hein, le frigo, à ce qu'on lui dit. Le fait de décongeler un aliment qui est à -18 degrés, on le met dans le frigo pour le décongeler. On va donc contribuer à refroidir l'enceinte du frigo grâce à cet aliment qui est à -18. Du coup, la température va chuter dans le frigo. Le frigo, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'arrêter de fonctionner. Il va dire: moi, j'ai pas besoin de fonctionner parce que je suis en dessous de ma température de consigne.
Donc, tout va bien. C'est plutôt intéressant à mettre en place. Par contre, ça nécessite de l'anticipation, forcément. C'est pas pour manger dans 10 minutes, mais ça vaut vraiment le coup parce que d'une, on économise sur le frigo et de deux, on peut économiser aussi sur le micro-ondes. Si on a l'habitude de décongeler au micro-ondes, c'est un équipement en plus et pour le coup, les micro-ondes sont assez puissants aussi, hein, donc c'est assez consommateur d'énergie. Ça vaut le coup d'essayer de se mettre à décongeler dans le frigo plutôt que dans le micro-ondes ou bien à l'air libre. Et du coup, mettre du froid dans le frigo, on a dit c'est plutôt intéressant, ça permet d'éviter les consommations. Et à l'inverse, on va éviter de mettre du chaud dans le frigo. Ça paraît bête, hein, dit comme ça, mais les plats chauds, notamment les restes qu'on peut avoir après un repas, vaut mieux les laisser refroidir à température ambiante avant de les mettre directement dans le frigo, parce que sinon c'est l'inverse. Mettre un plat à, je sais pas moi, 25-30 degrés dans le frigo, l'idée c'est que ça va contribuer à réchauffer cette fois l'enceinte et du coup le frigo il va devoir se remettre à tourner pour maintenir la température en dessous. Donc ça c'est aussi un point important. Et alors réfléchissez là aussi chez vous, votre frigo il est placé à quel endroit de la cuisine, à côté de quoi, est-ce qu'il est placé? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de ça? C'est pour ma part, il est à côté de ma plaque et de mon four, mais donc c'est pas bien. Mais voilà, moi j'ai pas eu le choix. Ouais, vous en êtes consciente, mais c'est vrai que parfois il y a des frigos encastrés, la cuisine a été designée comme ça, on peut plus rien toucher. Mais le placement du frigo, pour le coup, c'était pas dans les réflexions au moment de faire des cuisines voilà, qui pouvaient être toutes montées. Mais le placement du frigo, c'est pas anodin, donc faut l'éloigner en fait des sources de chaleur, que ce soit four, radiateur ou fenêtre. Faut éviter parce que du coup ça contribue à réchauffer autour et il y a petit à petit ça influe sur le fonctionnement du frigo. Il va devoir tourner un peu plus pour se maintenir à température environ 5 degrés, on a dit pour le frigo, et moins 18 pour le congélateur. Ok. Et donc l'entretien, comme on a dit, nettoyer la grille arrière, voilà, et dégivrer également. Ça permet de limiter les surconsommations inutiles. Tout à fait. Donc voilà, le frigo, c'est quand même un appareil où il y a pas mal de pistes de réflexion à avoir dessus. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre dans... Alors, au niveau du four, bon, il n'y a pas 30 millions d'astuces. Est-ce que vous utilisez le programme de pyrolyse sur vos fours pour les nettoyer notamment? Est-ce que ça vous arrive? Alors, non, oui, un petit peu des deux, non, oui, non. Ok, parce que du coup, en fait, et d'ailleurs, c'est valable un peu pour la majorité des appareils électriques du type frigo, four, lave-vaisselle, et on en parlera plus tard, mais lave-linge, etc. La majorité de la consommation de ces appareils, c'est pour monter en température. C'est le fait ou de descendre, hein, bien entendu, pour le frigo, mais le fait de monter en température, c'est ça qui va causer une grande consommation d'énergie. Et donc la pyrolyse, c'est un programme de nettoyage du four. On va monter dans les 400 à 500 degrés globalement, vraiment pour tout brûler les résidus qu'il peut y avoir à l'intérieur. Donc une pyrolyse, c'est aussi très gourmand en énergie. La petite astuce, sinon, c'est, voilà, comme l'a dit Isabelle, après avoir cuisiné, tout à fait. En fait, on lance une pyrolyse après avoir utilisé le four. Alors, bien sûr, on retire le plat qu'il y a dedans, sinon il va légèrement être trop cuit. Mais on lance tout de suite après une cuisson. Pourquoi? Parce que le four, il est déjà chaud, il est à 200 degrés globalement. Et du coup, le four consommera moins pour monter de 200 à 400 degrés que s'il montait de 20 degrés environ à 400-500 degrés. Donc, ça peut être une petite astuce. Et sinon, le bon vieux lavage à la main qui permet carrément de ne pas utiliser le programme de pyrolyse. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre dans la cuisine? Donc, on a évoqué la vaisselle, voilà, sur le lave-vaisselle, le fait de comparer un petit peu vaisselle à la main versus le lave-vaisselle. Essayez de vous challenger un petit peu, pourquoi pas de regarder sur le détail technique de votre appareil. Combien de litres est-ce qu'il consomme pour un programme classique? Voilà, vous regardez, puis essayez de voir si vous, une vaisselle à la main, pour disons, une quantité équivalente de vaisselle, on peut, voilà, on est plus ou moins que le lave-vaisselle final.
bouilloire au micro-ondes pour chauffer de l'eau. Ça, c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure. Disons que c'est une réponse qui n'est pas évidente à apporter parce qu'il y a tellement de modèles de micro-ondes, tellement de modèles de bouilloire et de plaques de cuisson. En fait, l'idée, on en reviendra tout à l'heure quand je présenterai un petit peu les équipements qu'on peut avoir dans la mallette Mesurome, mais l'idée, ce serait de déterminer la puissance de vos appareils et le temps qu'il faut pour chauffer un même volume d'eau au micro-ondes, à la bouilloire ou bien sur une plaque. Je ne peux pas apporter une réponse précise parce que tout dépendra des appareils, mais ça vaut le coup de comparer. Voilà, on met un même volume d'eau, on fait la version bouilloire, plaque, micro-ondes pour chauffer, disons, jusqu'à ce que l'eau globalement bout. Alors, au micro-ondes, c'est peut-être moins évident d'y arriver, mais de voir la puissance de l'appareil multipliée par le temps que ça a pris, et ça donne l'énergie consommée. Donc, on voit finalement c'est quoi la solution la plus optimale. Et on y reviendra plus tard sur comment mesurer finalement cette énergie. Ok, alors là c'est déjà pas mal, on a fait un bon petit tour dans la cuisine. Si vous avez des remarques, n'hésitez pas. On n'a pas évoqué les joints du frigo, par exemple, vous pouvez les vérifier s'ils sont toujours bons, parce que à nouveau le frigo, l'idée c'est de garder le froid à l'intérieur et éviter que le chaud entre. Donc, il y a des joints autour de la porte du frigo qui sont peut-être plus en bon état, donc jetez un petit coup d'œil. Et pour vérifier ça, vous pouvez tout simplement prendre une feuille A4, toute bête, vous ouvrez la porte du frigo et vous refermez dessus sur la feuille. Donc, elle sera coincée entre le joint enfin, entre les joints du frigo. Et si vous tirez la feuille, si globalement il y a une résistance qui, voilà, vous n'arrivez pas à la retirer facilement, le joint globalement il est en bon état. Par contre, si la feuille vraiment elle glisse, elle est retenue par rien du tout, c'est globalement le joint il est en mauvais état. Et donc ça peut se changer un joint de porte de frigo. Et pour le coup, ça permet d'avoir une bonne étanchéité et de limiter ces déperditions de chaleur. Enfin, de fraîcheur plutôt, en l'occurrence, pour un frigo. Ok, alors on va passer une autre pièce. Je vois l'heure qui tourne aussi, on va poursuivre tranquillement. Donc là, on avait quelques recommandations, mais je pense qu'on les a pas mal toutes évoquées. Voilà, qu'est-ce qu'on voit? Tac, tac, oui, non, c'est pas mal, on a plutôt tout évoqué. De toute manière, vous aurez bien sûr l'accès à la documentation suite au webinaire. Donc, si on passe à la salle de bain maintenant, alors là, on va essayer de se centrer plus sur l'eau. Disons que dans une salle de bain, oui, on a du chauffage, on a de l'éclairage, on a déjà pas mal évoqué ces sujets-là. Donc, est-ce que vous voyez d'autres postes de consommation qu'on n'aurait pas évoqués jusqu'à présent? Et ça va être beaucoup centré sur l'eau. Est-ce que dans un premier temps, si on s'intéresse à trouver les sources de consommation? Les WC, oui. Hop. Le temps et température de la douche, oui, tout à fait. La durée de la douche, à quelle température on met l'eau. Ok, donc la douche, les WC. D'autres idées? Ouais, robinet, pommeau de douche, le lavabo, se laver les mains, se laver les dents, etc. C'est beaucoup ça qui va entraîner des consommations. Donc tout à fait. Voilà, donc là, on va se centrer un petit peu plus sur l'eau. Voilà, maintenant qu'on a trouvé un peu les sources de consommation, voilà, est-ce que, même chose, on continue, mais est-ce que vous avez des astuces, peut-être des difficultés, des partages d'expérience à nous faire sur les consommations d'eau en salle de bain? Est-ce que vous mettez en place des éléments pour diminuer au maximum tout ça? Lavage des mains à l'eau froide, tout à fait. Donc en fait, les robinets, je pense que vous êtes sur ce type de système-là, mais les robinets mitigeurs, on peut les placer en position chaude ou position froide. Gardez à l'esprit qu'il faut laisser les mitigeurs en position froide au maximum, parce que voilà, quand on ouvre un mitigeur en position chaude, globalement, on a quand même de l'eau froide au départ, tout du moins. On se lave les mains. Souvent, le temps qu'on finisse de se laver les mains, l'eau chaude, elle n'a pas eu le temps d'arriver jusqu'à nous. Donc voilà. Mais par contre, le ballon d'eau chaude ou bien la chaudière, dépendamment, mais elle a reçu l'information, elle s'est mise en route et elle a contribué à chauffer l'eau. Donc finalement, ça a consommé de l'énergie pour qu'au final, vous ne puissiez pas en profiter. Donc pour le coup, essayez au maximum de laisser les mitigeurs en position froide et de vous laver les mains, laver les dents, etc. à l'eau froide.
C'est valable pour la douche, disons, un petit peu plus parfois délicat, prendre des douches à l'eau froide. Pourquoi pas se challenger aussi là-dessus. Mais là, en fait, comme je l'ai dit, hein, les consommations d'énergie, c'est principalement pour devoir monter en température. Donc déjà, essayer, pourquoi pas, de diminuer un petit peu la température de l'eau sous la douche. Mais voilà, se laver à l'eau froide, c'est un petit peu extrême, mais pourquoi pas, hein. Il y en a qui le font tous les jours. C'est très bon pour la santé. C'est très bon pour la santé, pour la circulation. Ouais, effectivement, il faut essayer, il faut se Et on reste pas challenger. longtemps. C'est ça, ça incite aussi, non seulement on ne consomme pas d'énergie pour chauffer l'eau, mais en plus on consomme beaucoup moins d'eau. On a rarement envie de traîner sous de l'eau froide quand on est sous la douche. Parce que voilà, la durée de la douche aussi, on parle plutôt de recommandations de 5 minutes. Est-ce que vous tenez les 5 minutes ou est-ce que vous dépassez globalement? Voilà, n'hésitez pas, même chose, hein, pourquoi pas lancer une musique par exemple et vous dire bah, il faut qu'à la fin de la musique je sois sorti. Et sinon, bah, le fait de, évidemment, prendre une douche plutôt qu'un bain, ça, on l'a déjà évoqué. Voilà, le bain, on est plus entre 150 et 200 litres d'eau, alors qu'une douche classique, disons, on est entre 30 et 60, ce qui est déjà beaucoup, pour le coup. C'est quand même beaucoup. Et j'avais vu, je crois, dans les commentaires, je voulais remettre la main dessus, saut dans la douche pour récupérer l'eau en attendant l'arrivée de l'eau chaude. Tout à fait. Donc, on ne perd pas cette eau si on ne l'utilise pas, on essaie de la récupérer. Et effectivement, elle peut être utilisée pour les WC. Les WC, on a un réservoir en fait, donc on peut alimenter ce réservoir avec de l'eau, finalement de l'eau récupérée dans la douche, ce qui permet voilà, de faire aussi des économies d'eau. Autre chose vis-à-vis du réservoir, alors déjà il y a le double débit normalement. A priori, aujourd'hui, tout le monde est un peu équipé du double débit. Si c'est pas encore le cas, bah, pourquoi pas y réfléchir parce que, en fait, un débit classique, ça pouvait être, je crois, 10 à 12 litres d'eau à chaque chasse d'eau qu'on actionnait, ce qui est pour le coup vraiment énorme. En plus de ça, c'est de l'eau potable, donc il y a vraiment une réflexion à avoir là-dessus. Donc aujourd'hui, on a le double débit. Alors on est plus sur du 3 litres, je crois, pour le plus petit débit, et on est plus autour du 6-7 litres pour le débit un peu plus important. Mais vous avez encore une possibilité de réduire ça en occupant notamment le réservoir des toilettes, pardon. Je ne sais pas si vous avez fait l'expérience de. Alors, à l'époque, on disait mettre une brique hein, dans le réservoir. Aujourd'hui, on parle plus trop de mettre des briques, mais plutôt, il y a des systèmes vraiment plus simples. C'est par exemple une bouteille d'eau toute bête, on la remplit, la bouteille, on la met au fond du réservoir, et en fait, le réservoir d'eau, il n'envoie pas toujours la même quantité d'eau. En fait, lui, il envoie de l'eau jusqu'à ce que ça atteigne un certain niveau. Il y a un capteur et dès que ce capteur-là est atteint, le réservoir s'arrête. Donc, si on occupe le volume déjà avec, par exemple, une bouteille d'eau remplie, eh ben, finalement, le réservoir aura besoin de moins d'eau pour être rempli. Et donc, à chaque fois qu'on actionne la chasse d'eau, peu importe le débit, mais on va économiser de l'eau à chaque coup. Donc, c'est plutôt intéressant de s'y pencher. Donc, la bouteille d'eau, c'est une solution vraiment low-tech, hein. On a une bouteille d'eau chez soi et puis hop, on le remplit. Sinon, il y a aussi des systèmes de, alors est-ce que vous voyez bien, de petites poches à eau, hein, même chose qu'on peut suspendre. Enfin là, il y a un petit crochet qu'on peut mettre dans le réservoir. Mais l'idée, c'est un volume qu'on remplit d'eau. Généralement, c'est ça l'astuce, qu'on ferme ensuite et puis qu'on place dans le réservoir pour faire des économies à chaque actionnage. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on voit d'autre dans les messages? Hop, chasse d'eau double débit, effectivement, donc récupérer l'eau froide. Ok. Les mousseurs, ouais, les mousseurs et réducteurs d'eau, tout à fait. Posez-vous la question, est-ce que vous avez des mousseurs chez vous? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont installé vous-même des mousseurs? Est-ce qu'on a des retours par rapport à ça? Est-ce qu'on a... Ok, très bien. Donc pareil, un mousseur, ça peut s'installer soi-même, pas très compliqué comme opération et pourtant bien efficace sur la consommation. Les robinets standards, à l'époque, c'était du 10-12 litres par minute. Même chose, c'est assez important. Aujourd'hui, les mousseurs, en fait, ça permet vraiment de diminuer ce débit-là. Alors, il y a plusieurs types de mousseurs qui peuvent plus ou moins diminuer, mais on peut diminuer x2 facilement un débit d'eau. Donc, ça vaut vraiment le coup d'essayer de se dire est-ce que on en a à chaque robinet chez soi. Hop. Alors, je regarde un petit peu ce que j'aurais pu louper. Alors, on a parlé
Donc le temps d'une chanson, pas de douche tous les jours, oui aussi, hein, ça joue forcément sur les consommations, tout à fait. Vive MPP. Alors, j'ai besoin d'une explication par rapport à ça. MPP, l'acronyme, je ne l'ai pas. La petite planète. Ah, ok. Et douchette WC, pourquoi pas? La même chose, petite explication, douchette WC, j'ai pas bien Ça, saisi. c'est pour éviter l'usage du papier toilette, en fait. Oui, ah oui, effectivement, il y a plein d'alternatives et si on va sur des solutions carrément qui n'utilisent pas d'eau, hein, il y a aussi l'usage de toilettes sèches. Est-ce qu'on a des participants là ce soir qui peut-être ont chez eux des toilettes sèches? Ce serait aussi intéressant d'avoir un peu le retour d'expérience. Souvent, ça a la réputation de vraiment, voilà, là on a une impression peut-être que c'est pas forcément propre ou que c'est voilà, c'est vraiment inconfortable, etc. Il y a vraiment des solutions qui sont pour le coup quand même très intéressantes. Donc je ne sais pas si parmi les participants de ce soir, on a alors pas à la maison, mais au jardin partagé, ouais, de trier l'environnement. Et effectivement. Et les retours d'expérience sont comment alors vis-à-vis de ça? Alors j'ai entendu un début de phrase au micro, mais ça a coupé, je crois. Alors nickel, propre. Eh ben parfait, merci du retour. Et vraiment, il y a des choses hyper intéressantes hein, qui se font sur des toilettes sèches. Voilà, parfois, on se fait un petit peu des fausses idées vis-à-vis de ça, mais ça vaut le coup de se pencher sur la question parce que vraiment, les toilettes, c'est une consommation d'eau à l'année, c'est assez impressionnant ce que ça peut représenter. Donc, vraiment, il y a un intérêt. Donc, Carole aussi nous dit ça marche très bien. Alors, celle de Trier Environnement, du coup, celle du jardin à Triel? Non, pour le coup, moi, je fais des courses à pied et il y a de plus en plus Ouais, en tout cas sur dans le le monde, chemin. sur le chemin, enfin pour les trails surtout, qui utilisent des toilettes sèches et ça marche très bien. Et pour le coup, il y a beaucoup de coureurs, donc on pourrait Ah, penser le contraire super. et ça marche très bien. Eh ben, merci du partage, nickel. Pareil, et les festivals rock, il y en a de plus en plus et c'est beaucoup Oui. plus propre, ça pue moins. Mhm. Ouais. Il y a un vrai intérêt à ça, hein. Derrière, les consommations d'eau sont complètement supprimées pour le coup. Alors, Marie Lacour, oui, bah, aucun problème, hein, le replay sera bien entendu disponible. Donc, merci d'avoir participé. Effectivement, si vous devez y aller, n'hésitez pas à me le signaler. Ok, alors bah, si on enchaîne du coup la salle de bain, voilà, on a évoqué pas mal de choses, les mousseurs, les douches plutôt que plutôt que le bain, pardon. On coupe l'eau pendant le savonnage, etc. Repérer les fuites aussi, bah, ça peut être aussi tout simplement intéressant pour éviter des consommations qu'on ne voit pas. Alors, il y a des fuites qui se repèrent à l'œil nu, il y en a d'autres qui sont moins visibles. Sinon, une petite astuce, tout simplement, avant de vous coucher, vous faites un relevé du compteur d'eau. Et puis bah, le lendemain matin, vous faites un nouveau relevé du compteur d'eau. Et si personne n'a utilisé d'eau pendant la nuit, hein, évidemment, il faut que personne se soit levé. Si le compteur il a évolué, bah, c'est globalement il y a eu de l'eau qui est allée quelque part. Donc il y a une fuite à identifier. Donc voilà, le relevé de compteur. Et puis bah, profitez-en si vous faites un relevé de compteur. Je fais ma petite promo, mais mettez-les, profitez-en pour les mettre sur des clics. Mais voilà, on pourra reparler de ça tout à l'heure. Mais repérer les fuites, pour le coup, un vrai intérêt pour éviter des surconsommations où on peut avoir de très mauvaises surprises sur la facture quand on a une fuite chez soi. Alors, si on termine avec cette dernière pièce, donc plutôt, alors là, la remise, finalement, un peu le sous-sol, garage, buanderie, comme vous voulez. On va évoquer un petit peu les derniers sujets qu'on n'a pas forcément abordés et bah, notamment la partie voilà, du lave-linge. Donc, est-ce que vous repérez déjà, voilà, qu'est-ce qui peut consommer de l'énergie dans ce type de pièce? Est-ce que vous avez aussi vos propres exemples, bien entendu, à partager? L'aspirateur, oui, aspirateur, appareil électrique qui a une certaine puissance, qui consomme. La chaudière, du coup. Donc la chaudière, effectivement, alors c'est l'appareil qui consomme. Généralement, c'est plus l'origine de la consommation, c'est plus en général le salon, les chambres, etc. Parce que généralement, le sous-sol n'est pas forcément chauffé. Mais oui, la chaudière, tout à fait. Le fer à repasser, ouais, qui peut être aussi un appareil très puissant, donc très consommateur aussi.
Et donc après, voilà, on va retrouver notamment tout ce qui va être lave-linge, sèche-linge. On n'a pas encore trop évoqué ces sujets-là, mais on va y venir justement parce que il y a aussi des astuces, voilà, des choses à mettre en place sur ce type d'équipement. Ok, donc maintenant, d'ailleurs, vis-à-vis du linge, justement, gestion, laver le linge, sécher le linge, est-ce que vous avez des éco-gestes que vous appliquez, des astuces pour limiter au maximum ces consommations-là? Est-ce que vous mettez déjà en place des choses chez vous? Machine à laver bien remplie. Effectivement, oui, on lance pas des machines qui sont pas remplies de manière optimale, hein, selon leur capacité, comme le lave-vaisselle en fait. Tout à fait. Ensuite, pas de sèche-linge. Effectivement, hein, se passer d'un sèche-linge complètement, ça c'est aussi à nouveau, hein, comme des toilettes sèches le font pour la consommation d'eau des toilettes, là, le sèche-linge, si on le supprime complètement, c'est des consommations électriques. Et pour le coup, le sèche-linge, à nouveau, hein, ça consomme beaucoup. Et comme pour le lave-linge, ça va être le côté température. Et je vois le lavage à 30 degrés, là, qui a été dit par Aurélie. Effectivement, en fait, choisir des programmes de température plus bas, ça permet de diminuer les consommations d'énergie. Donc, si on doit utiliser un sèche-linge, plutôt privilégier une plus basse température, mais ce qui est préférable, c'est effectivement de faire sécher le linge à l'air libre. Parfois, c'est pas forcément évident si on vit dans un petit logement, par exemple, qu'on n'a pas forcément la place de pouvoir étendre le linge, c'est sûr. Mais voilà, on fait comme on peut, on adapte à son propre logement et voir ce qu'on peut mettre en place. Lavage 30 degrés pendant les heures creuses. Alors, pendant les heures creuses, mettre en route les types d'équipements pendant les heures creuses, oui, c'est intéressant. Pourquoi? C'est intéressant pour éviter les pics de consommation, notamment pour les gestionnaires du réseau électrique, RTE, etc. Ça évite les pics de consommation sur une même plage horaire et donc ça permet de mieux lisser la production et la consommation électrique en France. Par contre, en soi, se mettre sur les heures creuses, ça ne diminue pas la consommation de l'appareil, hein. La consommation, elle reste bien la même. Par contre, ça évite les pics et donc ça évite éventuellement les coupures qui peuvent être entraînées. Et ça permet aussi des économies sur la facture. Si vous avez un tarif heure pleine, heure creuse, effectivement, privilégiez les heures creuses pour économiser de l'argent, mais pas pour économiser de l'énergie. Je précise, c'est vraiment différent. Heure pleine, heure creuse, ça ne change rien sur l'énergie. L'énergie consommée est exactement la même. Mais par contre, c'est quand même aussi intéressant pour lisser la production et la consommation d'énergie. Ensuite, je vois programme éco, oui, donc sur ces appareils-là, hein, même chose, différencier programme éco de programme rapide ou programme court, c'est pas la même chose. Programme éco, effectivement, seront moins gourmands en énergie. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit d'autre? Air libre près d'un radiateur, porte-manteau. Ça, c'est pour l'astuce de faire chauffer, sécher pardon, le linge à l'air libre. Programme tempo, ouais. Ok. Donc là, effectivement, il y a des astuces à avoir vis-à-vis de ça. Alors, je vais voir si on a peut-être des petits éléments dans cette pièce-là. Là, on a quand même évoqué des choses assez intéressantes. Voilà, le fait de privilégier les programmes éco, de bien remplir les appareils, de ne pas lancer des demi-cycles. Enfin, il y a certaines machines qui ont des programmes justement pour des machines à moitié remplies, mais il faut vraiment quand même éviter ce type parce que ça ne consomme pas 2 fois moins qu'une machine remplie de manière optimale. Donc, il faut vraiment essayer de remplir au maximum. Ok. Hop. Et effectivement, oui, le chauffage, hein, c'est valable pour l'eau chaude aussi, quand on quitte le logement sur une durée prolongée, on peut mettre le mode hors-gel en hiver, voilà, pour éviter que la chaudière tourne, et c'est valable pour le ballon d'eau chaude aussi inutilement. Le mode hors-gel, quand on quitte un logement disons, pendant un week-end au moins, voilà, on met le mode hors-gel pour faire des économies aussi là-dessus. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des remarques par rapport à ça? Il y a également tout ce qui va être le calorifugage, par exemple, au niveau, pensez à votre ballon d'eau chaude, à la tuyauterie, si c'est dans le sous-sol, par exemple, et que c'est un espace qui n'est pas chauffé, eh ben, demandez-vous si les tuyaux, le ballon, est-ce que quand vous le touchez, est-ce que vous sentez qu'il est chaud? Si oui, c'est
dommage parce que ça veut dire qu'il y a un transfert de chaleur qui se fait. Et si le ballon il est situé dans un espace qui n'est pas censé être chauffé, il y a une vraie réflexion à avoir sur le fait de tout simplement essayer de l'isoler. Donc on appelle ça le calorifugage. C'est valable pour un ballon, ça peut être aussi valable pour de la tuyauterie. Si votre tuyauterie elle n'est pas isolée, elle perd de la chaleur en fait quand l'eau circule pour atteindre jusque vos radiateurs. Et si ça perd de la chaleur dans un espace qui n'est pas occupé, c'est une perte d'énergie qui peut être évitée. Donc même chose, on peut se poser des questions par rapport à ça. Et après, voilà, on a, de manière générale, là, on a moins évoqué la partie ventilation, mais souvenez-vous, la ventilation dans un logement, c'est primordial pour à la fois notre santé, la santé du logement, mais du coup, ça implique de nettoyer aussi les bouches de ventilation, la poussière qui peut s'accumuler dessus. Très important. L'entretien de manière générale pour l'ensemble des appareils, entretenir un lave-linge, entretenir le ballon d'eau chaude, par exemple, avec tout ce qui va être le calcaire et le tartre, c'est important de faire détartrer un ballon d'eau chaude parce que l'appareil consomme plus d'énergie pour chauffer de l'eau s'il y a plein de tartres qui s'accumulent. Donc, il y a vraiment aussi des réflexions sur l'entretien de tous ces équipements-là. Donc, le sèche-linge, le lave-linge, voilà. C'est important de penser à ça. Hop. Alors, si vous n'avez pas de questions, n'hésitez pas. Hein, si vous en avez, vous pouvez mettre les micros, vous pouvez les poser dans le chat. Tout va bien? C'est clair jusque-là? Ce que je vous propose, c'est que du coup, on passe à un petit peu la dernière partie là, de l'atelier. Comme j'ai dit, on va maintenant évoquer un petit peu la mallette Mesure Home. Peut-être que ça vous parle, peut-être qu'il y en a à qui ça ne parle pas du tout. Justement, ça va être l'occasion de faire un petit point là-dessus. Donc, la mallette Mesure Home, c'est une mallette qui contient des équipements et que l'on propose dans le cadre du défi énergie. On vous propose de vous la prêter pendant une durée de 15 jours. Alors, cette durée peut même être plus longue. Là, notamment, on va avoir des retours d'expérience, mais il y a des mallettes qui en ce moment circulent dans des équipes. Donc la mallette, elle est conservée plus longtemps, bien entendu, le temps que ça fasse le tour de tous les foyers. Mais si vous êtes en foyer individuel, vous ne participez pas en équipe, c'est pas grave du tout. Hein, vous pouvez l'emprunter pendant 2 semaines. La mallette qu'on va avoir. Sans problème. Les instruments de mesure qu'on va avoir, il commence. Attends. Ah bon, tant pis. Tout à fait, on va y venir. Mais l'idée, c'est que c'est une mallette qui contient donc 5 équipements qu'on voit là. Je vais les présenter tout simplement. Alors rapidement, déjà pour les nommer, de gauche à droite, on a d'abord un thermomètre infrarouge de surface, thermomètre de surface. Juste à côté, on a ce qu'on appelle un bol débitmètre. J'expliquerai plus tard à quoi ils servent exactement. Ensuite, on a au milieu un moniteur de qualité de l'air. Ensuite, nous avons un wattmètre et le dernier, un capteur de pollution. Donc, dans le cadre du défi, n'hésitez pas, vous avez le droit de demander à emprunter cette mallette. Vous, notamment, vous m'envoyez un mail. Hein, je pense que vous avez tous mon adresse à force de recevoir des mails de ma part. Sinon, vous appelez aussi à l'association. Mais je vous avoue, c'est plus simple par mail. Hein, on peut être difficile à joindre par téléphone. Donc, mes mails, je les relève régulièrement pour le coup. Donc, je surveille ça. Mais l'idée, c'est que vous puissiez m'envoyer vos disponibilités, notamment. On se trouve un créneau de rendez-vous et vous venez la récupérer dans nos locaux à Carrières-sous-Poissy. Et puis, moi, je prends le temps sur place de vous expliquer les équipements. Et puis après, l'idée, c'est de les utiliser chez vous pour pouvoir un petit peu analyser, observer un peu les consommations et différents indicateurs pour se sensibiliser aussi à son propre logement. Alors, on va commencer avec le wattmètre. D'ailleurs, moi, j'ai un exemplaire de la mallette à côté de moi. Donc là, j'ai un wattmètre. Ça ressemble finalement tout à l'heure au minuteur hein, dans l'idée. Alors, ça n'a pas du tout la même fonction, mais par contre, ça a le même principe d'usage, c'est-à-dire qu'on va brancher ça au mur et ensuite, on branche un appareil électrique sur le wattmètre. Et après, sur le cadran, qu'on peut voir là sur les images, on le voit mieux, le cadran va afficher des informations qui vont être très intéressantes à analyser. Notamment, ça va vous donner une information sur la puissance de l'appareil, c'est-à-dire en watts ou en kilowatts, si vraiment ça n'apparaît très puissant. Le wattmètre va vous dire, voilà, par exemple, si vous avez relié, je ne sais pas moi, votre micro-ondes sur le wattmètre, que vous mettez en route votre micro-ondes pour, imaginons, hein, décongeler un aliment, l'appareil va vous dire votre micro-ondes actuellement là il demande telle puissance. Une puissance c'est instantané, c'est en watts. Votre micro-ondes il demande telle puissance. Donc les micro-ondes vous verrez ça peut être assez puissant. On peut être à 1800 watts. Enfin ça dépend aussi des modèles. Hein. Vous verrez sur les vôtres comment ça se passe, mais ça peut être une consommation, une puissance importante.
Et la deuxième information que va vous donner le wattmètre, ce sera non pas la puissance, mais cette fois l'énergie qui a été consommée. Donc pour avoir une énergie, en fait, c'est une puissance qu'on multiplie par un temps. Donc typiquement, si on prend un exemple très simple, mais si vous avez un appareil qui fait 1 kW et que vous le laissez brancher 1 heure, bah, il aura consommé 1 kWh d'énergie sur ce laps de temps. Et l'idée, c'est que bah, si vous laissez brancher, par exemple, bah, justement, on parlait de la box tout à l'heure. Voilà, on se disait, tiens, la box, on la laisse tourner toute la nuit. Et ben, si vous branchez le wattmètre à votre prise au mur, que vous reliez ensuite votre box Internet et que vous le laissez tourner toute la nuit, la valeur de la puissance, globalement, elle ne va pas changer parce que la box, elle demande une certaine puissance. Elle peut varier très légèrement, mais ce sera quand même stable. Par contre, l'énergie, au fil de la nuit, bah, elle va augmenter parce que la box, elle consomme de l'énergie au fil du temps. Et donc, vous verrez le matin en vous réveillant, eh ben, combien de wattheures, notamment, combien ça risque d'être en wattheures, combien de wattheures d'électricité la box a consommé. Et après, bah, vous multipliez ça par 365 si c'est le cas tous les jours, et vous multipliez ça par votre tarif d'électricité, si vous êtes voilà, 17, 18, 19 centimes du kilowattheure, et ben, ça vous donne une information en euros, qu'est-ce que ça représente la box Internet. Donc ça peut être assez intéressant en fait pour vraiment connaître la puissance des appareils qu'on a chez soi. Et je pense à des appareils qu'on ne soupçonne pas forcément, mais le sèche-cheveux, le fer à repasser, donc le micro-ondes, la box Internet, la télé qui reste en veille, l'ordinateur qui reste en veille. Vous voulez savoir si ça consomme de l'énergie, et ben vous mettez le wattmètre et concrètement, il va vous dire une puissance et une énergie consommée. Donc c'est assez intéressant de utiliser cet équipement-là sur un peu tous les appareils électriques qu'on a chez soi. Et comme je disais tout à l'heure, en moyenne, c'est quasiment une centaine d'équipements électriques par personne, donc c'est pas négligeable. Donc voilà, le wattmètre, très pertinent. Ensuite, le thermomètre infrarouge. Donc le thermomètre infrarouge, son rôle, c'est de mesurer la température de surface. Je précise, c'est différent de la température ambiante de l'air autour de soi. En fait, le corps humain, il va avoir tendance à faire la moyenne entre la température de l'air qu'on a autour de soi et la température des surfaces qui nous entourent. C'est pour ça que dans un logement, enfin dans deux logements, disons, avec la même température ambiante, imaginons 19 degrés, on peut avoir un ressenti très différent selon qu'on est entouré de surfaces froides ou pas. Donc le thermomètre infrarouge, il a cet avantage-là de pouvoir mesurer la température de surface chez vous, par exemple des murs, par exemple d'une vitre. Si vous avez un vieux vitrage que vous n'avez pas encore remplacé, vous vous posez la question de savoir c'est quoi la température, bah, vous pourrez voir. Si vous avez du simple vitrage et du double vitrage, bah, vous verrez la différence si elles sont globalement orientées sur la même, disons, la même orientation. Vous verrez la différence de simple vitrage par rapport à du double vitrage. Et ça influe beaucoup sur notre ressenti à nous. Et donc, on va avoir tendance à monter le chauffage pour équilibrer ça, forcément, si on ressent du froid autour de soi. Donc, le thermomètre de surface s'intéresse vraiment à cette température de paroi. N'hésitez pas, si vous avez des questions, interrompez-moi, mettez vos micros ou posez-les dans le chat, il n'y a aucun souci. Ensuite, on a le bol débitmètre. Là, on va plutôt parler d'eau. L'idée, c'est de connaître le débit d'eau qui sort d'un robinet. On parlait tout à l'heure des mousseurs. Voilà, si vous avez un doute, si vous n'êtes pas sûr du débit, et ben, au moins le bol débitmètre, il va clairement vous dire quel est le débit de ce robinet-là. L'idée, c'est... Alors, pour l'utiliser, ça nécessite d'ouvrir le robinet. Donc, l'idée, c'est de ne pas perdre l'eau inutilement, bien entendu. On a le réflexe, on va mettre un bac en dessous pour ne pas perdre l'eau. Et en fait, on va ouvrir le robinet et on va pouvoir lire sur le bol. Là, on voit qu'il y a globalement une graduation et ça vous donne l'indication. Alors, il y a litres par minute et il y a aussi les litres par heure de l'autre côté. Mais globalement, si vous voyez que vous êtes autour des 10 litres par minute, c'est beaucoup. Et donc, il y a un intérêt à essayer de se dire bah, pourquoi pas essayer de diminuer ça. Et principalement, ça va être l'usage d'un mousseur qui permettra de diminuer le débit d'eau. Donc, le bol débitmètre, il va avoir cette utilisation. Ensuite, on a le moniteur de qualité de l'air, oui, comme je disais tout à l'heure. Donc, cet appareil-là, il va nous donner notamment 4 informations qui vont nous intéresser. Les 2 premières informations, ça va être ici. Là, on voit 2 températures. En fait, ça va être cette fois des températures ambiantes, des températures de l'air, du coup.
Il y en a deux, pourquoi? Parce qu'on a une sonde ici, donc il y a un capteur qui se trouve dans la sonde ici, et il y a un capteur aussi qui se trouve directement sur l'appareil principal. Donc ça vous donne deux informations de température. Là, c'est assez intéressant de faire un peu voyager le capteur dans différentes pièces pour voir si déjà à quelle température on chauffe cette pièce-là. Est-ce que la chambre, elle est à combien? Tout à l'heure, par exemple, on me disait, voilà, moi, je chauffe pas la chambre. Ça peut être intéressant de voir du coup à combien ça descend et de se rendre compte que finalement, voilà, il y a beau avoir peut-être 15 degrés, 14-15 degrés dans la chambre, j'ai pas froid. Donc, c'est assez intéressant à vérifier et voilà, de faire un peu naviguer dans toutes les pièces de la maison pour voir les différentes températures ambiantes. Cette fois, donc, température de l'air. Ensuite, on a ici un petit pourcentage avec écrit RH. En fait, c'est le taux d'humidité. Le taux d'humidité dans le logement. Et là, on va avoir un capteur d'humidité. Ça va être assez intéressant de connaître ça. Pourquoi? Parce que le taux d'humidité dans un logement, ça doit être contrôlé et régulé. On parle les recommandations, c'est d'avoir un taux d'humidité compris entre 40 et 60%. Un logement qui est trop humide, pour le chauffer, ça consomme plus d'énergie qu'un logement avec un taux d'humidité, disons, recommandé, normal. Et en plus de ça, on peut avoir des problèmes d'humidité dans le logement et derrière, ça peut nuire à l'intégrité, par exemple, des murs, et cetera. À l'inverse, un logement trop sec, ça va être plutôt vis-à-vis de la santé que ça va pas être bon, pour la respiration, et cetera. Avoir un logement trop sec, ça peut nuire, notamment à la santé. Donc plutôt entre 40 et 60%, le taux d'humidité. Donc là, c'est la même chose, ça permet de le vérifier. Ensuite, dernière information, c'est en bas à droite. Cette fois, c'est le taux de CO2 qu'on a. Même chose dans l'air, on a un capteur de CO2 qui est donc un polluant dans l'air et ça permet de connaître le niveau. Alors, c'est exprimé en ppm. ppm, ça veut dire partie par million. C'est globalement un taux de présence de CO2 dans l'air. Et alors, ce qui est recommandé, c'est en dessous des 800 ppm au niveau des bonnes, disons, des bonnes valeurs. Si on est au-delà, ça commence à être un peu trop. Et si vraiment on est au-delà des 1200, là, ça commence à être très mauvais. Pour le coup, un taux de CO2 qui n'est pas bon. Et donc là, ça peut être la signalétique. Alors, je vois Aurélie, oui, qui doit nous laisser. Pas de souci. Merci beaucoup d'avoir participé et bonne soirée. Donc, le taux d'humidité, en fait, c'est le taux de CO2. Ça peut, s'il est trop important, ça peut être un signe que le renouvellement d'air ne se fait pas suffisamment bien. Et donc là, il y a une réflexion à avoir sur non seulement l'aération, mais peut-être aussi le système de ventilation du logement. Ensuite, on a le capteur de pollution. Donc lui, alors ça va être un peu comme pour le CO2, mais il va s'intéresser à d'autres familles de polluants, 3 familles principales, les composés organiques volatiles, les particules fines, donc il y a 3 types de particules, c'est en fonction de leur taille, PM1, PM2,5, PM10, et le dioxyde d'azote. Donc ça, c'est un capteur. Alors, je l'ai aussi par là. Et l'idée, c'est que le capteur, en fait, là, on voit sur l'image, il y a des petits trous sur le haut, parce que globalement, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aspirer de l'air. Il va aspirer de l'air et il va ensuite, avec ses capteurs à l'intérieur, mesurer tout simplement et vous indiquer des indices de qualité de l'air pour chacun de ces polluants. Donc, c'est des indices qui sont dans les standards utilisés actuellement quand on mesure de la qualité de l'air. C'est vraiment voilà, ce que font les organismes de contrôle. C'est les mêmes indices de qualité de l'air, donc ça donne des informations vraiment intéressantes sur ces familles de polluants-là. Donc, dioxyde d'azote qui est produit notamment par la combustion, donc par exemple un système de chauffage, moteur de voiture également. Tout ce qui est composé organique volatile, donc là ça peut être en usage domestique, ça peut être tout ce qui est bougies, encens, des produits chimiques, des peintures également parfois qui en contiennent. Donc là, pareil, bien contrôler ça. Et donc les particules fines, également qui peuvent être à l'origine de problèmes respiratoires notamment. Donc ça vaut le coup un petit peu de se renseigner sur la qualité de l'air qui est chez soi. Et donc à nouveau, ça peut mettre le doigt sur l'importance d'un bon renouvellement d'air, une bonne ventilation. Et aussi, vous pouvez l'utiliser par exemple juste avant d'utiliser un produit quelconque de nettoyage par exemple. Vous mettez le capteur à proximité, vous utilisez le produit, voilà, vous faites votre nettoyage. Il y a certains produits qui peuvent contenir ce type de polluants-là et donc le capteur il va réagir tout de suite. Si vous fumez par exemple, même chose, là, mettez le capteur à proximité, vous verrez globalement que le capteur s'affole un petit peu. J'ai des collègues qui ont pu me le confirmer. Donc vraiment,
globalement, ça permet de se sensibiliser un peu sur la qualité de l'air intérieur. Et donc, c'est un appareil, je ne l'ai pas précisé, mais c'est quand même important, qui nécessite là une application mobile, parce qu'en fait, on va relier du coup l'application au capteur, ce qui va permettre de vous indiquer sur le téléphone les indices de qualité de l'air selon ces différentes familles de polluants. Mais à nouveau, tout ça, je pourrais aussi vous le réexpliquer si jamais vous venez sur place pour la récupérer. Donc voilà, ça fait un petit peu le tour. Donc François doit partir, mais très bien. Et ben écoutez, merci d'avoir participé. Dans l'idée, c'est que là, on arrive à la fin. Donc si vous avez des questions, des partages d'expérience, bah, n'hésitez pas. Moi, je terminerai simplement donc en précisant demain, vous allez recevoir un petit mail de ma part, notamment pour vous parler de l'atelier qui aura lieu samedi 4 février, donc un atelier fresque du climat. J'en ferai la promo demain, vous allez recevoir un mail là-dessus, mais c'est un atelier qui aura lieu dans nos locaux à Carrières-sous-Poissy. Donc on a une participante du défi en fait qui est animatrice fresque du climat qui nous propose voilà, d'animer cet atelier-là. Donc c'est samedi 4 février en matinée. N'hésitez pas voilà, à vous inscrire. Il y a déjà quelques inscriptions, mais je relance tout ça demain. Donc vous recevrez ça. Voilà, vous êtes prévenus que vous allez recevoir ce petit mail. Autrement, bah, sachez que l'association Énergie Solidaire organise aussi d'autres événements de sensibilisation sur le sujet de la rénovation énergétique. Et donc là, on va en organiser prochainement aussi au mois de février. Donc je me permets d'en parler très rapidement. Mais dans l'idée, le samedi 11 février, par exemple, alors je vais simplement arrêter le partage et puis je vais vous donner les liens. Le samedi 11 février, on organise ce qu'on appelle un samedi de l'habitat. Un samedi de l'habitat, c'est une journée qui est dédiée à la rénovation énergétique. Et donc là, le 11 février, c'est sur la thématique du bâti ancien. Donc, il y a une conférence le matin de 10h à midi et l'après-midi, il y a des visites de matériothèque. Pour ceux qui ne sont jamais venus à Carrières-sous-Poissy, on a une matériothèque au rez-de-chaussée, un espace voilà, avec des maquettes de mise en œuvre, éco-construction, isolant, etc. C'est très intéressant pour illustrer vraiment les propos qu'on peut aborder lors de la conférence, par exemple. Donc, c'est sur inscription, c'est complètement gratuit, c'est dans nos locaux à Carrières, n'hésitez pas à passer, tout simplement. Et puis, deuxième petite chose que je voulais évoquer, donc je vous envoie les liens dans la conversation, mais vous retrouvez tout sur notre site internet. Ce sont les balades thermiques. Voilà, vous connaissez peut-être pas, mais on en organise aussi chaque année. Une balade thermique, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est globalement avec deux conseillers qui seront là lors de la soirée. On passe dans une commune. Il y a un parcours qui a été prédéfini. Et en fait, c'est deux conseillers avec un groupe d'environ une quinzaine de personnes. On va observer à l'aide d'une caméra thermique, on va observer les déperditions de chaleur qui ont lieu dans les logements. Et donc, c'est assez intéressant parce que souvent, voilà, on parle de déperdition, mais c'est pas quelque chose qu'on peut voir à l'œil nu, alors que via la caméra, bah, on arrive cette fois à observer des choses très intéressantes. Donc, les balades thermiques, ça peut vous intéresser. Ça se passe en soirée et ça se passe en période d'hiver parce que forcément, il faut un écart de température entre extérieur et intérieur. Donc, il fait froid, mais c'est le but du jeu, forcément. Donc, on s'habille chaudement et c'est une balade qui dure environ 1h30. Bien sûr, il y a pas mal de temps d'arrêt pour pouvoir échanger. Mais du coup, ça se passe du 13 au 17 février. Donc, le 13 février, on sera à Perdreauville. Le 15, on sera à Gaillon-sur-Moncian. Le 16 à Épône et le 17 à Orgeval. Donc, si jamais, voilà, c'est dans votre secteur que vous souhaitez passer, bah, vous pouvez vous inscrire à nouveau, complètement gratuit, mais simplement, voilà, il y a une place limitée. On ne peut pas effectivement se balader avec un groupe de 30 personnes. Ce serait un petit peu trop dangereux. Mais si ça vous intéresse, bah, n'hésitez pas. Voilà. Donc, je termine un petit peu ma promo là-dessus. Bah, écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, c'est le moment. Sachez que du coup, bah, comme je l'ai dit, le webinaire a été enregistré. Donc, je mettrai tout ça à disposition ainsi que le support de présentation. Mais si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas, notamment vis-à-vis aussi de Déclic, hein, des relevés. Voilà, ce soir, on a aussi des participants qui fonctionnent en équipe. Hein. Là, alors si je dis pas de bêtises, on a des membres de Triel Environnement qui sont là. On a aussi des membres des Écolibris Rive Gauche. Est-ce qu'on a des membres de l'équipe de Maison Lafitte Développement Durable aussi? Oui. Ouais, très bien. Voilà, on a quelques membres d'équipe. N'hésitez pas, hein, si vous avez des remontées d'infos, des remarques à faire, il n'y a aucun souci. Et je crois même qu'on a un membre de Ben en transition, il me semble. Je ne sais pas si on a vu une inscription. Je ne suis pas sûr qu'il soit là.
Alors, on a Pascal. Oui, est-ce qu'il y a une remarque? Vous pouvez activer le micro si vous avez une question. Ah, pour Ben en transition, pardon. Très bien, très bien, très bien. Ok. Je crois qu'il y a, on parlait tout à l'heure donc des mallettes Mesurome. Pour ceux qui fonctionnent en équipe, il y a une possibilité que du coup que l'équipe en fait emprunte la mallette pour la faire ensuite tourner parmi les différents membres. Je sais que Maison Lafitte, Développement Durable l'a fait, les écolibris Rive Gauche aussi. Typiquement, hein, Trial Environnement, François, si vous voulez emprunter une équipe pour tous les membres, il n'y a aucun souci, hein, on pourra se mettre d'accord avec ça. Et même chose pour Ben en transition. Il y a une équipe vous êtes, je crois, 7 ou 8 dans l'équipe. Donc, il ne faut pas hésiter. Une personne, je crois que d'ailleurs, il y a Hervé Bretagne, hein, de Ben en transition qui va venir le 4 février pour la fresque. S'il veut emprunter une mallette pour ensuite la faire diffuser à tout le monde, voilà, c'est tout à fait possible. Mais n'hésitez vraiment pas, des clics, voilà, à me faire remonter les difficultés qu'il peut y avoir. Mais dans l'idée, moi, je relève très régulièrement mes mails et donc je suis aussi là pour vous assister là-dessus. Et puis, de toute manière, on se retrouvera assez vite. Comme j'ai dit, demain, je vous envoie un petit mail et puis on a un atelier samedi de la semaine prochaine, le 4 février. Si ça vous intéresse d'y participer, n'hésitez pas. Et puis, si tout est OK pour vous, moi, je peux vous libérer. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous remercie d'avoir participé. J'espère que ça vous a plu. Et puis, je reste encore là que si vous avez des questions de dernière minute, je peux rester un petit peu également. Mais sinon, je vous libère et je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Au revoir. Merci à vous. Merci, bonne soirée. Au Bonne revoir. soirée. Bonne soirée, merci beaucoup. Bonne soirée.